Durham 911, where is your emergency? I just walked into my apartment and my friend is like, she's unconscious. Okay, what's your address, ma'am? I live at Hawthorne at the View. Give me the address. I just moved here. I'm about to get it. Oh my God. It's 5639 Old Chapel Hill Road in Durham. Okay, you say your friend is unconscious? He's unconscious. I just walked in the apartment and there looks like there's blood everywhere. Okay, listen to me. Okay, listen to me. Bonjour, je suis Stéphane et je vais vous parler d'une affaire sordide et dramatique qui s'est déroulée en 2012 aux États-Unis. Soyez les bienvenus sur ma chaîne et merci par avance à ceux qui regarderont cette vidéo en entier. Si je vous parle de cette affaire, c'est que de récents rebondissements ont eu lieu après 10 ans d'enquête. En effet, 10 ans d'enquête qui ont été infructueuses, peut-être dues à une implication de la police qui pouvait laisser perplexe dans les moyens mis en œuvre pour résoudre ce crime. Si à la fin de cette vidéo, vous êtes encore là, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, mettre un pouce bleu et un commentaire, ça aidera la chaîne à grandir. En attendant, détendez-vous, concentrez-vous et plongeons en 2012 dans l'histoire de Faith. Faith est née en 1992 dans le comté de Warren en Caroline du Nord. Elle est issue d'une famille de 4 enfants. Elle a une grande sœur et 2 frères. Ses parents ont divorcé quand elle était âgée de 1 an et elle a été élevée par sa mère. Elle entretenait une relation fusionnelle avec son père. Au lycée, Faith était une très bonne élève. Pom-pom girl, membre de nombreux clubs et d'organisations parascolaires. Elle avait eu d'assez bons résultats au lycée pour pouvoir obtenir une bourse d'études, ce qui lui a permis d'intégrer l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Son père avait également fréquenté cette université mais avait abandonné au bout de quelques temps. Faith espérait être la première de sa famille à obtenir un diplôme universitaire et après son premier cycle d'études, elle envisageait de poursuivre sa formation pour devenir pédiatre ou enseignante. Ses 2 premières années à l'université se sont bien déroulées. Bien qu'elle ait pris le semestre du printemps 2012 en congé, quelques petites vacances de 6 mois, et qu'elle n'allait plus en cours à ce moment-là, elle est restée dans la région de Chapel Hill pendant l'été. Elle vivait, à ce moment-là, dans un appartement hors du campus, dans le complexe Hawthorne, entre Chapel Hill et Durham. Au cours du mois d'août, elle prévoyait de déménager dans un autre appartement, après que sa bourse pour le semestre d'automne lui ait été accordée. Elle partageait l'appartement avec Karena Rosario, avec qui elle était amie depuis sa première année d'université, et le petit ami de celle-ci, Eric Tacoy Jones. La relation entre Eric et Karina avait été marquée par la violence conjugale et domestique. Et finalement, Karina l'avait quitté et il avait déménagé. Cependant, au début de ce mois de juillet 2012, il avait tenté à 2 reprises de s'introduire dans l'appartement des 2 jeunes femmes, et cela même après que Karina eut changé les serrures. Faith, arrivé à bout, a finalement conduit Karina au tribunal pour obtenir une ordonnance de protection, obligeant Eric à rester à l'écart de l'appartement. Eric Jones était très en colère, et ça à cause de l'influence de Faith sur son ancienne petite amie, selon lui. Eric Jones aurait menacé Faith de la tuer lors d'une conversation téléphonique s'il n'arrivait pas à recoller les morceaux avec Karina. Comme on a pu le voir, Faith est une jeune fille tout à fait normale, une américaine typique, qui travaillait bien au lycée, pom-pom girl, qui a obtenu une bourse d'études, qui s'est rendue à l'université, qui a des amis, une vie sociale. Qu'est-ce qui a bien pu se passer la nuit du 6 au 7 septembre 2012 ? Comment tout a pu basculer ? C'est ce qu'on va savoir maintenant. Le matin du 7 septembre 2012, Faith, 19 ans, étudiante en biologie amérindienne, a été retrouvée brutalement battue à mort. Elle était étudiante à l'université de Chapel Hill, université de Caroline du Nord, et elle habitait dans un appartement avec une amie, Karena Rosario, hors du campus. La journée du 6 septembre avait pourtant commencé tout à fait normalement pour Faith. Les dernières informations recueillies sur l'emploi du temps de Faith nous indiquent que ce jour-là, aux alentours de 17h45, Faith assistait à un événement de recrutement pour intégrer une sororité du campus et de l'université de Chapel Hill, à savoir Alpha Pi Omega, qui est une sororité historiquement amérindienne. Les sororités et les fraternités dans les universités américaines sont un regroupement d'élèves autour de valeurs communes et qui leur permet de créer un lien durable même après la fin de leurs études.
À 19h15, à la fin de la réunion, elle est partie en disant qu'elle devait travailler sur un article qu'elle écrivait sur l'histoire de sa tribu. Elle s'est rendue avec Karina Rosario à la bibliothèque de l'université de Chapel Hill. Elles y sont restées jusqu'à environ minuit. Faith en a profité pendant ce temps pour envoyer quelques textos à son père et pour lui faire part de son envie d'intégrer la sororité pour laquelle elle avait postulé. Aux alentours de 1h du matin, le vendredi 7 septembre 2012, les deux colocataires, Faith et Karina, décident de se rendre en boîte de nuit pour rejoindre des amis et faire la fête. Elles arrivent à la boîte qui s'appelle The Trill, club aujourd'hui fermé. Là-bas, elles rencontrent l'ex-petite amie de Karina, Brandon Edwards, avec qui elle est toujours amie. Après avoir passé environ 1h30 dans le bar, les filles s'en vont et regagnent leur appartement. Karina, se sentant malade d'avoir trop bu, voulait rentrer. 1 heure plus tard, aux alentours de 3h40, un SMS est envoyé depuis le téléphone de Faith à Brandon Edwards, l'ex de Karina qu'elle venait de croiser en boîte de nuit. Le SMS dit « Hey B, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Karina a besoin de toi. Fais-lui savoir qu'elle compte pour toi. » N'ayant aucune réponse de Brandon, Karina contacte un joueur de l'équipe de football universitaire de Chapel Hill, Jordan McCrary. On ne sait pas à ce jour si oui ou non elle avait une relation avec lui, mais il accepte de venir la chercher, il est aux alentours de 4h30 du matin. Elle quitte l'appartement sans fermer la porte à clé, et elle déclarera plus tard que lorsqu'elle l'a quitté, Faith était en train de dormir dans sa chambre. Aux alentours de 11h du matin, le 7 septembre, Karina revient à l'appartement. Elle découvre alors le corps de Faith sans vie sur le lit dans sa chambre. Elle appelle immédiatement le 911. Okay, how old is she? She's 19. Okay. I don't know. I don't want to touch her, but Listen to me. Is she breathing? I don't know. You need to check and see. Is she breathing? Kate, I don't think so. I don't think so. Okay, listen to me. There's blood everywhere. There's what? There's blood everywhere. Okay. I don't know what happened. Okay, is she on her back or is she laying on her stomach? She's on her back, but I think she fell off the bed because she's off the bed. There's blood all over the pillows, in the comforter. I just don't know what happened. Okay. All right, listen to me, all right? Is someone coming? Yes, I've got somebody coming. I need for you to help her. I need for you to go up to her. We need to see if she's breathing or not, okay? I don't think so. Okay, listen to me. Go up. The paramedics are on their way. I want you to stay on the line. I'm going to tell you what to do next, all right? Are you right by her now? Yes. Okay, listen carefully. Moving. She's not moving. Okay. No. Will you touch her arm? Tell me, how does she feel? She's not moving. Okay, ma'am, we need to find out if we can help her or not. You've got to, do as I'm asking so we can help her. All right? Okay. Okay. If you can, lay her flat on her back. Remove any pillow. Lay her flat on her back. Flat on her back. Remove any pillow. Okay. Okay. Kneel next to her. Look in her mouth for food or vomit. Blood everywhere. Okay. Kneel next to her. Look in her mouth for food or vomit. Blood. Tell me something. Listen to me. What is your name? Karina. Faith a été retrouvée positionnée sur le sol, appuyée contre le lit, avec sa chemise relevée au-dessus de sa poitrine et sans vêtements à partir de la taille. Elle était recouverte d'une couverture imbibée de sang. L'autopsie a révélé que la cause de la mort de Faith était due à un trauma à la tête résultant de coups violents lui ayant été portés sur le crâne. L'autopsie révèle également des coups et des coupures sur ses bras et ses jambes et du sang ne lui appartenant pas sous les ongles. Une bouteille qui devait se trouver normalement dans la cuisine a été retrouvée dans la chambre qui était complètement sans dessus-dessous. La police a trouvé du sperme sur Faith et il a été rapporté que l'ADN du sperme correspondait à de l'ADN masculin trouvé ailleurs dans l'appartement. Il y avait aussi un petit sac en papier blanc trouvé sur le lit avec les mots « Je ne suis pas stupide, chienne jalouse » griffonnés dessus. La police pense que cette note a été écrite par son assassin. Comme vous pouvez l'imaginer, Eric Jones a été immédiatement le suspect principal dans cette affaire. Les policiers ont fouillé le téléphone de Eric Jones. Fait troublant, il a envoyé un SMS le 6 septembre à un ami à lui, lui demandant de lui pardonner ce qu'il allait faire
de le pardonner pour ce qu'il allait commettre. Et je vous rappelle que Faith est décédé le lendemain, le 7 septembre. Peu de temps après le meurtre, Eric Jones a changé la photo de couverture de son profil Facebook et il y a mis une citation très troublante. « Cher Seigneur, pardonnez-moi pour tous mes péchés et les péchés que je peux commettre aujourd'hui. Protégez-moi des filles qui ne me méritent pas et de celles qui souhaitent ma mort aujourd'hui. » Malgré ça, Eric a été très coopératif avec la police et a finalement été innocenté car son ADN ne correspondait pas à celui retrouvé sur la scène du crime. Pour sa part, Eric a déclaré aux journalistes que d'après ce qu'il savait de Faith, elle était la personne la plus douce du monde. Si vous aviez besoin d'elle et qu'elle pouvait le faire, elle était là pour vous aider. Il a poursuivi en disant « Je vais être honnête avec vous, celui qui a fait ça mérite d'être brûlé. » Après que Eric Tacoy Jones ait été innocenté et que son profil ait été écarté du dossier par la police, il n'y avait plus aucun suspect dans l'affaire de Faith Hedgepeth. Une récompense de 39 000 $ était offerte à tous ceux qui seraient en capacité d'apporter des éléments nouveaux pouvant faire avancer le dossier de Faith. En 2013, 2 ans après le crime, l'enquête piétine et la police, après avoir récupéré une multitude d'échantillons ADN et interrogé presque 200 personnes, décide de s'adresser à l'unité d'analyse comportementale du FBI, afin d'établir un profil du ou des auteurs. L'unité comportementale du FBI arrive à déterminer plusieurs traits spécifiques de l'auteur des faits qui auraient pu amener à son arrestation à l'époque. Le suspect du meurtre connaît la victime et a peut-être vécu à côté de chez la victime dans le passé. Le suspect de l'homicide aurait été porté disparu dans les heures suivant le crime, c'est-à-dire que personne n'aurait été en capacité de le contacter ou de savoir où il se trouvait. L'auteur ou le suspect de cet homicide aurait pu avoir des commentaires déplacés sur le meurtre et le crime de Faith. Il y a pu y avoir un changement dans le comportement de l'auteur après les faits, du type s'intéresser vraiment de très près à l'enquête en cours concernant Faith et une baisse de productivité dans son travail scolaire ou dans son travail professionnel selon quel était l'âge de cet auteur. Et le suspect peut avoir quitté rapidement la région pour déménager et s'éloigner des lieux du crime. Malheureusement, malgré tous ces éléments que le FBI a pu donner à la police de Chapel Hill, aucun suspect ne sera arrêté et il faudra attendre 2016 pour avoir une nouvelle évolution dans l'enquête sur le meurtre de Faith. Septembre 2016, soit 4 ans après le meurtre. Grâce au progrès de la science, la police établit un portrait robot de l'individu à l'aide de l'ADN relevé sur la scène de crime. Malheureusement, personne ne les contactera suite à la publication de ce portrait. Il faudra attendre septembre 2021 pour avoir de véritables rebondissements dans l'affaire du crime de Faith. En 2021, toujours grâce au progrès de la science, les enquêteurs ont utilisé la technique de l'ascendance ADN pour trouver le meurtrier de Faith. Cette technique consiste à identifier les membres éloignés de la famille du suspect potentiel. Les membres de sa famille partagent des informations génétiques communes et par recoupement, cela permet d'identifier un suspect. Grâce à ces progrès techniques, la police a pu interpeller un suspect dont l'ADN match à 100% avec celui retrouvé sur la scène de crime. Il s'agit de Miguel Enrique Solivares, âgé aujourd'hui de 29 ans et résident à Durham. Il étudiait dans la même université que Faith et avait 19 ans à l'époque des faits. Salguero a été interpellé le 16 septembre 2021 et incarcéré sans possibilité de caution. Son procès devrait se tenir en septembre 2022 devant la cour de Caroline du Nord. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like, à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me dire dans les commentaires si vous pensez que la police a vraiment bien fait son travail sur cette enquête. Je vous invite à cliquer sur la petite fiche juste au-dessus. Une petite fiche qui vous enverra vers ma première vidéo, une affaire qui avait bouleversé également l'Amérique. Merci à tous ceux qui ont été présents, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout, faites attention à vous.